Salut à tous. Pour vous, on a dérogé ce soir à une règle de base, pourtant, dans ce métier de journaliste, qui est de toujours donner l'information principale en premier. Ce soir, on ne va pas vous donner tout de suite le nom du leader du rallye de Monte-Carlo. Pourquoi on ne va pas vous le donner? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est passé tellement de choses aujourd'hui et tellement de choses qui ont duré jusque tellement tard ce soir, puisque la dernière information est parvenue il y a à peine une heure. Eh bien, on a choisi de préserver le suspense en vous faisant vivre cette première journée, cette vraie première journée du rallye de Monte-Carlo, comme nous-mêmes l'avons vécu, Frédéric Robat sur le terrain et nous avec les feuilles de temps pour vous monter les résumés des spéciales. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première spéciale de la journée. On sait que c'était une spéciale où il pouvait se passer des choses. Elle avait lieu à 8h30 ce matin. C'était la plus longue spéciale du rallye. On se retrouve donc au départ du rallye de Monte-Carlo ce matin 8h30. Pour voir Carlos Sainz en spéciale, il fallait se lever très tôt ce matin et il fallait également se positionner tout au début de la première épreuve chronométrée, car dès le premier virage, tout était fini pour le dernier vainqueur du rallye de Monte-Carlo. Plan de Vitrolles, faille, plus de 48 km, la première spéciale du rallye. L'avenir nous dira peut-être que tout s'est joué là, car dans des conditions changeantes, plus que piégeuses, Tommi Mäkinen met un énorme coup au moral de tout le monde. Le champion du monde en titre colle 37 secondes au plus proche de ses poursuivants. Le ton est donné. Intéressons-nous donc, pour l'instant, à ce qui se passe derrière, avec tout de suite une incroyable surprise. Le deuxième temps de ce premier chrono est réussi par Gilles Panizzi et sa Subaru Impreza à 37 secondes de Mäkinen. Pas mal pour quelqu'un qui était là pour apprendre. J'ai fait la différence. Je pense qu'on était déjà d'une part bien chaussé. Je crois qu'on avait les pneus qu'il fallait. Je crois que le D10, c'est-à-dire un large clouté, c'était la... J'ai enlevé une partie des clous sur l'extérieur du pneu pour pouvoir rouler plus vite sous la pluie. Cela dit, sur les parties enneigées et glacées, c'était vraiment très très délicat. Je crois que je suis comme les autres. On a failli y aller plusieurs fois. Même une fois, ça a été vraiment très très limite. Bon, je crois que les conditions, hein, vous l'avez compris, elles sont vraiment très très difficiles. Les choix des pneus, on n'a jamais de toute façon le pneu superbe là où il faut. Puis bon, je suis resté très concentré, j'ai écouté mon frère et puis ça a bien marché. Gilles a même creusé un écart impressionnant avec les autres, puisque Piero Liatti et sa très surprenante Seat Cordoba sont troisième à 1 minute 14 de Mäkinen et par conséquent à 37 secondes de Gilles Panizzi. Le reste du classement de ce premier chrono, tir groupé des Subaru aux 4 et 5e places, Kankkunen à 1,18, Thierry à 1,25, puis vient une Toyota, celle du Danois Lundgaard, qui devance la Ford Escort de François Delecourt. Didier Auriol a lui vécu un début de rallye bien difficile avec une touchette qui le rejette déjà à près de 5 minutes du leader. Le premier piège, Denis m'a annoncé le verglas trop tard. Et quand il m'a annoncé, j'y sais trop tard. Et puis bon, on est allé tout droit. Pour se rendre compte de l'importance de ce premier chrono, il suffisait ce matin de se trouver au point stop, de compter ceux qui n'arrivaient pas pour être sortis de la route, comme Sainz, Clement ou Pourras, ou pour avoir cassé, comme Freddy Loax. Il suffisait aussi d'observer les visages, les gestes, les attitudes. Un climat d'extrême nervosité venait déjà de s'installer sur le rallye de Monte-Carlo. Et manifestement, la gestuelle d'Yves Loubet a su traverser les époques. Alors, on vous a dit qu'à ce moment-là du rallye, eh bien, Gilles Panizzi avait concédé 37 secondes de retard sur Tommi Mäkinen. En fait, on apprenait juste après que Gilles Panizzi était frappé d'une pénalité pour avoir été poussé dans le parc fermé de départ à Gap ce matin. Donc en fait, il se retrouvait deuxième toujours du rallye, mais à 1 minute et 7 secondes de Mäkinen au lieu de 37 secondes. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a vécu dans ce premier chrono quelque chose de tout à fait extraordinaire et ça nous a donné envie avec Frédéric d'aller poser la question à François Delecourt de savoir si dans cette première spéciale de la journée qui a été incroyable, eh bien, on avait retrouvé les grandes heures du rallye de Monte-Carlo. Frédéric Robat qui était à Gap ce soir en compagnie de François Delecourt à l'arrivée, on écoute.
François, bilan au terme de ce premier jour de rallye Monte-Carlo? C'est un bilan mitigé, c'est vrai que de l'extérieur c'est bien d'être là avec une voiture privée. Je pense que je vais surtout tirer un coup de chapeau à Gilles qui a fait une journée remarquable. Il ne s'est pas trompé du tout de pneumatique. Quant à moi, je suis 2 minutes derrière lui. Et l'erreur de ce matin colossale dans la première spéciale, les 2 minutes de perdu, ça m'a coûté énormément. Maintenant, je pense que le rallye est encore long, c'est pas fini. Demain, on va essayer de grappiller quelques places, peut-être essayer de remonter sur Cancunen, Thierry, je sais pas, on va essayer. On vient justement de voir à l'écran cette première spéciale. Comment est-ce que c'était? C'était vraiment l'enfer? C'était l'enfer, d'autant plus pour nous qui n'avons absolument pas d'ouvreur, très peu d'informations. J'ai entendu Xens partait avec des pneus pluie, je me suis dit après tout pourquoi pas, faisons comme lui, mais nous on n'avait pas d'ouvreur. On a récupéré les ouvreurs simplement ce soir dans les 2 dernières spéciales, ce qui nous a valu de faire des temps qui étaient bien plus justifiés, enfin bien plus à notre place. Mais c'était très stressant ce matin, en tout cas, de conduire dans des conditions pareilles, sans avoir d'informations de la part des ouvreurs. On jette un œil à la journée de demain. Comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce que vous avez planifié, je dirais, si on peut planifier encore quelque chose? Je sais pas, demain, tout dépend des conditions climatiques. J'ai pas trop envie de faire un rallye loterie. Je pense qu'aujourd'hui, c'était quand même, ça part de hasard. Et il ne faut pas non plus mettre sur un piédestal les gens qui ont fait des bons choix. Je pense que c'est une question aussi de chance, d'opportunité, c'est comme ça. Et demain, tout peut s'inverser très très vite, vous savez, dans un Monte-Carlo. Et François qui nous parlait de ses ouvreurs, et c'est vrai que juste après, eh bien, il a appris qu'effectivement, il était désormais privé d'ouvreurs, puisque ses ouvreurs, c'est tout bête, vous voyez, mais ses ouvreurs sont tombés tout simplement en panne de voiture. À ce moment-là, donc, après ce premier chrono, on pensait que Tommi Mäkinen avait pris un ascendant, pas définitif, il était évidemment trop tôt pour le dire, mais un ascendant en tout cas important sur le rallye. Eh bien, les 2 spéciales suivantes, les 2e et 3e spéciales, vont nous indiquer exactement l'inverse. Vous allez le voir, on va avoir 2 vainqueurs de spéciales différentes pour les spéciales numéro 2 et numéro 3 sur un montage, encore une fois, de Daniele Pastor. Regardez. Comme si l'affolement général du premier chrono avait finalement eu un effet apaisant sur l'ensemble des concurrents, le rallye de Monte-Carlo devait se calmer pour ne pas sombrer. Retour dans la 2e épreuve chronométrée à des feuilles de temps plus normales, à des écarts plus normaux. Sur les 31 km de l'Épine-Rosan, c'est une Subaru Impreza qui se montre la plus rapide, celle du Belge Bruno Thierry. On vient de faire un excellent temps dans Rosan. Et bon, la première, je crois que le principal objectif, c'était de passer à travers, parce que tout le monde savait qu'elle était très très piégeuse. La preuve, il y en a beaucoup qui ont donné. Et même nous, ça a été un peu difficile. Et puis après les passages piégeux, on a augmenté le rythme et on en est sorti sans trop de bobos. Mais là, les écarts sont infimes. Tommi Mäkinen termine 2e à 6 dixièmes de seconde seulement. Juha Cancunen 3e à 1 seconde et 3 dixièmes. En fait, on trouve dans la même seconde au kilomètre pas moins de 9 voitures. On trouve de tout dans ces 9 premiers. Une Seat, celle de Piero Liatti, 4e temps, à 4 secondes et demie de Thierry. Une Toyota, celle de Didier Auriol, 5e temps. Apparemment, la voiture n'a pas trop souffert dans le choc du premier chrono. On trouve encore 2 autres Subaru, une privée, celle de Gilles Panizzi, et une usine, celle de Richard Burns. On trouve enfin 2 Ford, une Focus de Simon Jean-Joseph et une Escort de François Delecourt. Le rallye est en train de s'équilibrer et le 3e chrono, Ruissas et Galas, va le confirmer à une nuance près. Car dans cette spéciale, tout le monde reste relativement groupé. Tout le monde, sauf Gilles Panizzi, qui signe un extraordinaire temps scratch avec 17 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. La dernière spéciale, je pense qu'il y avait encore des complications puisqu'il y avait un petit peu de neige sur le sommet du col. Et on est parti, je crois, évidemment, avec les bons pneus. On a mis un Racing un petit peu clouté et ça a bien marché. Autre surprise, encore plus incroyable, le 2e temps réussi par le Finlandais Harri Rovanperä. Cette Seat est décidément bien arrivée à maturité. Derrière ces 2 hommes vient un paquet disparate. 6 voitures groupées en 10 secondes seulement. Didier Auriol est peu à peu en train de reprendre confiance. Il signe le 3e temps dans Ruissas et devance dans l'ordre la seule Mitsubishi encore en course, celle de Tommi Mäkinen. La première des Ford Focus, on ne les attendait pas à pareille fête, il s'agit de celle de Colin McRae. Viennent ensuite la seconde Seat, celle de Piero Liatti,
la Subaru de Bruno Thierry et enfin la seconde Focus pilotée elle par Simon Jean-Joseph. Voilà, donc après 3 chronos, eh bien, le classement s'établit de la manière suivante. On a plusieurs paquets en gros. Bon, on a Mäkinen qui est en tête avec Gilles Panizzi qui est deuxième à 45 secondes. Et puis après, on a un paquet assez groupé dans lequel on trouve, et on vient de le dire, Piero Liatti, Bruno Thierry et Juha Kankkunen. Alors jusqu'à présent, on a eu des conditions de route difficiles, on a eu des choix de pneus difficiles, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que le règlement du championnat du monde ait véritablement interféré sur le déroulement du rallye, ce qui ne va plus être le cas dans les 2 spéciales à venir, les 2 dernières spéciales de la journée, les numéros 4 et numéro 5, car là, le règlement, vous allez le voir, va jouer un rôle extrêmement important. Personne ne connaissait auparavant la spéciale Prunière-Embrun, et pour cause, puisque ces 34 km sont totalement inédits dans le rallye de Monte-Carlo. Et quand il s'agit d'improviser, en ayant peu reconnu, un homme se montre régulièrement au-dessus du lot, Colin McRae. Ce temps scratch de l'Écossais, dans le 4e chrono, réhabilite définitivement une Ford Focus que l'on disait moribonde. C'est en fait cette spéciale qui va changer la face de cette première journée. Certains y confirment leur bonne disposition. Didier Auriol, 2e temps à 27 secondes de McRae. D'autres y confirment leur montée en puissance progressive. François Delcourt, 3e temps, dans la même seconde que Didier Auriol. En signant le 4e temps, Simon Jean-Joseph confirme que cette route plaisait à la Ford Focus. En signant le 5e temps, Juha Kankkunen confirme, lui, qu'une Subaru est toujours présente, toujours menaçante, quelles que soient les conditions. Mais c'est derrière, en fait, que se produisent les choses les plus intéressantes. Gilles Panizzi termine 6e dans Prunière-Embrun, à 36 secondes de McRae, mais avec, et c'est bien là l'essentiel, 50 secondes d'avance sur celui qui, au fil des kilomètres, est devenu son seul adversaire, Tommi Mäkinen. Dans Prunière-Embrun, Gilles Panizzi prend la tête du rallye de Monte-Carlo. Car dans le même temps, Tommi Mäkinen a cassé un disque de frein dans la spéciale. Certes, à ce moment-là, il n'est devancé que de 4 secondes au classement général, mais le plus embêtant reste à venir, car l'assistance est interdite entre la 4 et la 5. Scène terrible que celle d'un triple champion du monde, vaincu tout à la fois par la mécanique et par le règlement. Entre Saint-Clément et Saint-Sauveur, il y a 20 km, les 20 derniers kilomètres de la journée, et Tommi Mäkinen va devoir les parcourir avec un disque de frein cassé. Mais les circonstances, après l'avoir précédemment désavantagé, vont cette fois-ci considérablement aider le pilote finlandais. Car plusieurs pilotes vont aller à la faute dans cette spéciale, et le premier d'entre eux est le tout nouveau leader, Gilles Panizzi, petite sortie de route, 1 minute et 40 secondes de perdu. Autre victime de ce 5e chrono, Bruno Thierry, un tout droit qui coûte plus d'1 minute. François Delcourt aussi, tête à queue dans une épingle, même motif, même punition, 1 minute. En fait, devant, on trouve ceux qui n'ont pas fait de faute. Colin McRae signe son 2e temps scratch consécutif. Celui-ci est extraordinaire car l'Écossais relègue Didier Auriol, 2e à 44 secondes, et Richard Burns, 3e, à 49 secondes. En réalisant le 4e temps, avec 56 secondes de retard sur Colin McRae, Tommi Mäkinen, privé de frein à l'avant, a réalisé un vrai miracle. Un miracle qui lui vaut de reprendre la tête du rallye et de terminer l'étape en leader avec 24 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. En fait, en regardant bien et en tenant compte des écarts importants parfois réalisés sur une seule spéciale, on peut estimer raisonnablement que 6 hommes sont encore capables de remporter le rallye de Monte-Carlo. Juha Kankkunen, 3e, à 1 minute et 13 secondes. Piero Liatti, juste derrière, 4e, à 1 minute et 14 secondes. Bruno Thierry, 5e, à 1 minute et 45 secondes. Et Colin McRae, 6e, à 1 minute et 54 secondes. Derrière ces 6 hommes viennent 2 Français, François Delcourt est 7e à 2 minutes 20 et Didier Auriol
8e à 3 minutes 48. Un mot pour terminer sur le groupe N. Là, c'est on ne peut plus indécis. Ce soir, Marc Duez est en tête, mais il ne compte que 14 petites secondes d'avance sur Yves Loubet. Voilà, donc on vous l'a dit, à ce moment-là, nous étions à la fin de la journée. Il était 20 h ce soir à Gap et le leader du rallye, c'était Tommi Mäkinen, leader avec 24 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. Alors évidemment, à l'arrivée à Gap, qu'a fait Frédéric Robat? Eh bien, il s'est évidemment précipité sur le leader Tommi Mäkinen avec une traduction de Thierry Grébert. Écoutez Tommi Mäkinen au micro de Frédéric. Tommi, quelles ont été les difficultés du rallye? C'était difficile dans ces conditions changeantes de neige et de glace, surtout les deux dernières spéciales où finalement on a eu la chance. 10 km après le début de la 4e spéciale, tout à coup on a entendu un grand bruit et on a perdu le freinage. Après la spéciale, je me suis arrêté, le disque de frein était complètement cassé et comme on ne pouvait pas faire d'assistance, j'ai condamné le frein avant droit et on a roulé avec seulement 3 freins. We had 3 wheels brakes, except just without one front brake. Do you think it's possible to stay in this position tomorrow? En tête demain? Bien sûr, je vais faire de mon mieux. Pour moi, ce frein nous a posé des problèmes toute la journée jusqu'à ce qu'il casse. J'espère qu'ils vont pouvoir réparer pour demain. We have been some strange problem with these brakes, and that was the result of this. And I hope they can find out the problem. What was that? Thank you very much, Tommi. Good luck. Voilà, on pensait que la journée était terminée. Tous les pilotes sont rentrés se coucher. Il était 20 h, 20 h 10 à peu près. Et quelques minutes après, il faut que je regarde Jean-Marc, hein, là. Quelques minutes après, eh bien, une réunion du collège des commissaires sportifs inversait la décision qui avait été prise le matin même, décision qui consistait à infliger une pénalité de 30 secondes à Gilles Panizzi. Les commissaires retirent sa pénalité à Gilles Panizzi, moyennant quoi le leader, à cette heure-là, à 23 h ce soir, le leader du rallye de Monte-Carlo, c'est bel et bien Gilles Panizzi, leader, avec 6 secondes d'avance sur Tommi Mäkinen. Ça nous promet une journée de demain tout à fait extraordinaire. Le départ aura lieu à 7 h 15 du matin depuis Gap, l'arrivée ici à Monaco à partir de 21 h. On vous le disait sur la fin de ce sujet, tout est encore très très ouvert. Il y a au moins 6 pilotes qui peuvent encore remporter le rallye de Monte-Carlo. En tout cas, nous, demain soir, on vous fera vivre la 3e journée de ce rallye, comme on vous a fait vivre les 2 premières. Le rendez-vous, ce sera à la même heure, aux alentours de 22 h 40. Merci d'être resté avec nous et à demain soir. Salut. Très probablement joué aujourd'hui entre Gap et Monte-Carlo à l'occasion de cette 2e étape longue de 5 épreuves chronométrées, puisque ce soir, Tommi Mäkinen est en tête du rallye de Monte-Carlo avec 1 minute et 46 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il s'est passé véritablement plein de choses aujourd'hui. Il y a eu plein de rebondissements. Et comme hier, eh bien, on va essayer de vous faire vivre cette journée spéciale par spéciale, en commençant par les 2 premières épreuves chronométrées de la journée, qui étaient dans la région de Gap, avec notamment l'épreuve mythique, pourrait-on dire, de Sisteron-Toar. C'était très tôt ce matin. Et le commentaire est signé de Frédéric Robat. Regardez. En effet, avec Gilles Panizzi, Gilles 2e au soir de cette avant-dernière étape, après avoir mené le rallye et avoir fait rêver beaucoup de public au bord des routes. C'est dur ou bon, quand même, 2e? Ça, c'est sûr que c'est jamais facile de toute façon. D'autant quand les conditions de cette course sont si difficiles qu'elles sont cette année, avec beaucoup de changements d'adhérence, de la neige, on a un petit peu tout eu, hein, je dirais de la neige, de la glace, énormément de glace ce matin dans la première. Et puis une route qui a tendance à s'assécher un petit peu plus on descendait dans le sud, mais avec quand même des conditions très délicates, avec encore quelques passages un petit peu enneigés comme dans Turini ce soir. Bon, c'est pas facile quand même. Ça a été tendu dans la voiture en cette fin de journée? Un petit peu parce que malheureusement on a une liaison radio qui est vraiment très difficile avec l'équipe et les ouvreurs, donc on a des informations qui arrivent très tardives et c'est très délicat pour avoir
Une réflexion, je dirais, à tête reposée pour le choix des pneumatiques, qui est toujours évidemment la partie principale. Et on a commis quand même deux erreurs ce soir où on est parti avec les mauvais choix. Pour demain, qu'est-ce que vous envisagez? L'écart est un peu compliqué à gérer quand même. Mais disons que sur Tommy McKinnon, c'est vrai que ce soir on lui a fait pas mal de cadeaux parce que nous, on n'a pas bien roulé alors que lui, il a continué sur le même rythme et il s'est forcément envolé. On se retrouve à 1 minute 40, 45, quelque chose comme ça. Par contre, derrière nous, il y a Juha Kankkunen qui est à une vingtaine de secondes. Donc je crois que il faut plus commettre d'erreurs. Il faut comprendre ce que l'on a fait cet après-midi et les boulettes que l'on a commises. Et bon, ne pas les refaire demain matin. Je pense que cette nuit, il se peut que ça gèle de nouveau dans l'arrière-pays. Mais bon, on est passé ce soir, on a vu la boucle Turini-Lauda. On a une petite idée de ce que ça sera demain, malgré de toute façon les ouvreurs qui repasseront d'1 heure et demie avant. On a quand même globalement cerné à peu près les problèmes que l'on a commis aujourd'hui. Ça risque pas d'être très compliqué, ces deux spéciales qui s'enchaînent sans assistance entre les deux? On l'a fait ce soir, hein. Je dirais que c'est vrai que Turini, on a tendance à mettre un type de pneu pour Turini parce qu'il y a quand même le col à franchir, il y a pas mal de neige. La montée est très délicate et le début de la descente est un peu piégeuse. Par contre, la suivante est pratiquement sèche et je dirais que ce soir, elle passait en pneu slick. On va vous remercier Gilles de nous avoir accordé ces minutes et on va laisser Gilles aller se reposer. Et je vous rends l'antenne, Eric. Oui, ok Fred, ce sont les aléas du direct puisque les voitures sont arrivées au podium de Monte-Carlo ici il y a seulement quelques minutes et effectivement Frédéric Robat, vous l'avez vu, se trouvait en compagnie de Gilles Panizzi. Gilles Panizzi qui aura véritablement aujourd'hui été au cœur de tous les débats et qui aura été certainement l'un des plus beaux artisans de cette journée extrêmement mouvementée que l'on va vous raconter maintenant. En commençant donc par les 2 premières épreuves chronométrées de la journée, c'était la numéro 6 et la numéro 7. Regardez. La première spéciale du jour, la 6e du rallye, confirme les tendances de la veille. Gilles Panizzi, leader depuis l'annulation de sa pénalité, enfonce le clou au petit matin et s'adjuge le chrono de Bayon, 35 km et demi. Derrière lui, l'Écossais Colin McRae signe un 2e temps, excellent dans l'absolu, sauf qu'il pointe déjà à 34 secondes du plus rapide. Mais une nouvelle fois, la bonne forme de la Ford Focus ne peut pas être remise en cause, et ce, malgré une jante avant cassée sur une pierre. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, mais je pense que c'était une pierre qui était à la corde et qui a cassé la jante. La mousse anti-crevaison a bien fonctionné. Oui, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais crevé. Tommy McKinnon, lui, a choisi la prudence et il le paye au prix fort puisqu'il concède à Panizzi près de 50 secondes et glisse un peu plus loin au classement général. Sur une spéciale piégeuse, le Finlandais aura sûrement préféré économiser ses freins qui lui posent problème depuis le début du rallye. Juha Kankkunen, 3e hier soir du classement général, semble vouloir se contenter de cette position puisqu'il est en retrait à 57 secondes et 1/10 du plus rapide, un écart causé en partie par un mauvais choix de pneus. Même cause, même punition du côté de Didier Auriol qui figure à présent à 4 minutes 38 secondes de la tête de course. Didier est sous la menace du jeune Finlandais Harry Rovanperä, 7e temps dans cette spéciale de Bayon et très impressionnant d'efficacité. Il parvient même à suivre le rythme de François Delcourt, pourtant une référence sur ce type de terrain. On le sait, le père Frentard aime déjouer les pièges semés sur sa route par la météo. Là, il signe le 6e temps en laissant tout de même derrière lui 2 des Subaru officiels et non des moindres. Puisque Richard Burns perd 11 secondes sur la Ford Escort sans connaître le moindre problème. Quant à Piero Liatti, jante avant gauche cassée, victime de gros problèmes de frein, il doit se contenter du 9e temps à 1 minute 22 secondes. Il devance Simon Jean-Joseph à 1 minute 45 du leader et Bruno Thierry 11e à 1,56 de Panizzi. Thierry qui ferme la marche du groupe des pilotes d'usine WRC. L'homme de cette première spéciale de la journée est donc Gilles Panizzi qui conforte sa position en tête du rallye avec 35 secondes et 4/10 d'avance sur McKinnon. C'était une spéciale, une fois de plus, très très dure. Il a fortement gelé la nuit dernière, donc toutes les coulées d'eau qu'il y a eu tout au long de la journée, ça s'est transformé en glace. Une glace complètement invisible qui avait tout simplement la couleur du goudron
voire même de l'eau, de l'humidité, on n'arrivait vraiment pas du tout à faire la différence. Michelin m'ont préconisé un pneu intermédiaire clouté qui, me semble-t-il, a fait parfaitement l'affaire, puisqu'on a quand même fait un temps qui était visiblement excellent. Mais bon, ça a été un petit peu le stress sur 25 km, parce que c'est quand même pas évident de conduire dans ces conditions. La spéciale suivante, celle de Sisteron-Toart, un des monuments du parcours, fait aussi figure d'épouvantail dans cette deuxième étape chronométrée. Neige et asphalte faisant bon ménage sur la route. Aiguillonné par les performances de Panizzi, c'est cette fois Tommi Mäkinen qui sort un temps de son chapeau. 25 minutes 43 secondes et 5 dixièmes pour parcourir 37 km. Voilà qui remet les pendules à l'heure et les compteurs à zéro. Sauf que le deuxième temps exceptionnel de Piero Liatti efface un peu cette performance. Avec une auto visiblement en retrait, l'Italien ne concède que 14 secondes et demie à la Mitsubishi. Piero est un homme qui fonctionne au moral, au cœur et au ventre. Et là, le moral est bon. Celui de Didier Auriol s'améliore également avec le troisième temps absolu malgré une erreur de pneumatique. À un peu moins de 22 secondes de la référence, le Français n'est pas encore en mesure d'inquiéter Bruno Thierry qui le devance au général. Derrière Auriol, Kankkunen fait la preuve d'une belle régularité. Une nouvelle fois quatrième temps absolu, certes, mais de moins en moins confortablement installé sur le podium virtuel, car Piero Liatti n'a plus que 16 secondes de retard sur le Finlandais. Derrière Kankkunen, le groupe des pilotes Peugeot pointe en à peine une seconde. François Delcourt d'abord, en 26 minutes 12 secondes et 6 dixièmes, à la 5e place dans la hiérarchie de cette spéciale. Gilles Panizzi ensuite, parti en pneu clou, ce qui a causé une grosse perte de temps sur le sec. Gilles est à 1 seconde de la Ford Escort de son équipier, mais lâche surtout d'un seul coup 30 secondes à Tommi Mäkinen. Il garde la position de leader, mais son avance est réduite à 5 secondes 02. Derrière Gilles, Bruno Thierry est 7e à 36 secondes 4 du meilleur temps. 4 dixièmes de seconde seulement devant la Ford de Colin McRae. L'Écossais ne devance Harry Rovanperä que d'1 seconde 4 dixièmes, ce qui tendrait à confirmer la bonne santé des Seat Cordoba WRC. Le deuxième temps de Liatti et ses performances personnelles depuis le début du rallye ayant déjà convaincu beaucoup d'observateurs. Je suis très content parce qu'il a fait un bon temps, les pneus travaillent très bien. Je pense qu'il est bon pour les pneus. Mon feeling sur la voiture il est très bon, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on ne cesse de vous le répéter depuis le début du rallye. Il y a plusieurs excellentes surprises dans ce rallye de Monte-Carlo. Il y a évidemment Gilles Panizzi et il y a également cet excellent comportement des Seat. Malheureusement, on va le voir dans le sujet qui suit, eh bien, Piero Liatti va avoir de véritables gros problèmes. On va aborder la deuxième partie de la journée avec les 3 dernières spéciales. C'était une journée de 5 épreuves chronométrées. Et autant les écarts étaient serrés là, puisque 5 secondes après, donc 7 chronos, 5 secondes séparaient Panizzi de Mäkinen. On va voir qu'encore une fois, eh bien, ce sont des choix de pneus qui ont fait la différence et des choix de pneus qui ont creusé des écarts considérables. Ça va être particulièrement frappant dans les 3 spéciales que l'on va découvrir maintenant. Les spéciales numéro 8, numéro 9 et numéro 10. Regardez. De retour vers Monaco en début d'après-midi, c'est Juha Kankkunen qui réveille les feuilles de temps et s'impose dans le 8e chrono Entrevaux-Saint-Pierre. 31 km couvert par le quadruple champion du monde en 23 minutes 58 secondes. Là encore, Tommi Mäkinen se montre plus véloce que Gilles Panizzi. La Mitsubishi numéro 1 ne concède que 3 secondes plus rapide, mais Mäkinen réussit à peine à se détacher d'un 3e homme, décidément agrippé au podium. Piero Liatti s'est craché dans les gants et ne termine la spéciale qu'à 4 secondes 2 de Mäkinen. Belle performance qui ne permet cependant pas à l'Italien de se hisser sur le podium. Kankkunen a encore frappé au bon moment. Dans la trace de Liatti, c'est Colin McRae qui se manifeste une nouvelle fois parmi les meilleurs. 4e temps à 18 secondes de Kankkunen, bon choix de pneus pour l'Écossais, dont la Ford devance l'Impreza de Richard Burns, l'Anglais plutôt décevant depuis le début du rallye, est 5e. Didier Auriol termine cette 3e spéciale de la journée au 6e rang. 30 secondes le sépare de Kankkunen. Cause de cet écart, le moteur de la Toyota a calé dans une épingle.
Et les Français ne sont décidément pas à la fête, puisque le fait marquant de ce début d'après-midi, outre une crevaison à l'avant-gauche pour Simon Jean-Joseph, qui le relègue à la 10e place dans ce chrono, c'est le tête-à-queue de Gilles Panizzi dans une épingle. Le moteur de la Subaru a calé, Gilles a perdu 1 minute 04 dans cette mauvaise opération. Il concède 57 secondes à Mäkinen et perd donc la tête de la course. On prend 1 minute par Mäkinen et pratiquement même toute la horde parce qu'on est vraiment très loin des performances de tout le groupe. Et là, je l'explique, j'ai expliqué à mon équipe qu'est-ce qui s'était passé sur l'auto. Maintenant, on vient de mettre sur la voiture un pneu qui est nouveau en ce qui me concerne, qui est tout nouveau, et c'est peut-être lui qui a complètement dégradé le comportement de la voiture. C'est comme si les mécaniciens m'avaient changé la suspension. C'est devenu une voiture inconduisible, en plus sur une spéciale très bosselée. On perd beaucoup. J'étais incapable d'aller plus vite. En plus, j'ai essayé, j'ai senti que la voiture, elle n'était pas dans le coup dans ce chrono, donc j'ai essayé de me surpasser et on est allé 2-3 petites fois à la faute où j'ai dû monter sur les talus de neige pour m'arrêter. Sous l'appellation Sospel-La Bolène se cache en fait un mythe du rallye de Monte-Carlo, le col du Turini. Le départ de ce 9e chrono est donné à 17h46 à la tombée de la nuit. Le Turini, c'est toujours mieux la nuit. Ce n'est pas Tommi Mäkinen qui peut prétendre le contraire. Il a toujours adoré cette spéciale et elle le lui rend bien. Meilleur temps pour le Finlandais qui prend là 38 nouvelles secondes à Gilles Panizzi. L'écart commence vraiment à se creuser, 1 minute 34 secondes. Mais dans ce chrono, les écarts globalement ont été assez faibles car entre Mäkinen et Panizzi, 5 hommes se sont intercalés. L'inoxydable Juha Konkkunen, 2e à 7 secondes et qui du coup revient à 16 secondes de Panizzi au classement général. 3e temps, le meilleur qu'il ait réussi aujourd'hui pour un Didier Auriol qui doit impérativement ramener la voiture à Monaco et qui roule en conséquence. Didier concède 16 secondes à Mäkinen et il devance de 5 secondes la 2e Subaru, celle de Bruno Thierry. Le 5e temps, première voiture non-usine, est signé par François Delecourt et sa Ford Escort. Delecourt devance une autre Ford, officielle celle-ci, la Focus de Colin McRae. Mais plusieurs hommes ont mal passé le cap du Turini. C'est le cas de Richard Burns qui a perdu plus de 3 minutes. C'est le cas encore de Simon Jean-Joseph qui a lâché 1 minute et 47 secondes. C'est le cas enfin, à un degré moindre, de Piero Liatti qui perd 58 secondes dans le Turini et voit fondre sur lui au classement général Colin McRae. 6 secondes seulement séparent maintenant le 4e Liatti du 5e McRae. Le port de Monaco n'est plus très loin. On va le rejoindre en passant par le 10e et dernier chrono du jour, l'Antosque-Lucéram, une des épreuves spéciales les plus courtes du rallye, 21 km seulement. L'Antosque-Lucéram ne changera d'ailleurs pas grand-chose à la situation. Retenons simplement que Colin McRae y signe son 3e temps scratch depuis le début du rallye. Retenons encore que Piero Liatti perd près de 7 minutes et perd ainsi le contact avec les meilleurs. Retenons enfin et surtout que Mäkinen prend 11 nouvelles secondes à Panizzi. Le champion du monde est tout simplement en train de remporter le rallye de Monte-Carlo. Alors vous aurez compris qu'on a un petit peu travaillé dans l'urgence ce soir puisque cette étape s'est terminée très tard, il y a quelques minutes seulement sur le port de Monaco. Ceci pour vous inviter à nous excuser quelques erreurs et notamment dans cette feuille de temps dont je vous parlais. En fait, Piero Liatti n'a pas perdu 7 minutes, il a perdu 4 minutes 22, ce qui le trouve relégué effectivement au classement général à 7 minutes maintenant. On n'a pas pu, pour des raisons d'horaire de bouclage, vous montrer des images du groupe N. En revanche, c'est vrai que dans le groupe N, il y a un homme qui domine depuis le début. On fera un sujet spécifique dans Tour de Chauffe dimanche consacré au groupe N. Il y a un homme qui domine depuis le début. C'est un ami en plus de la maison de Monte-Carlo TMC. Il s'appelle Marc Duez. Et Frédéric Robas, sur le port de Monaco, il y a quelques minutes, était en compagnie du large leader du groupe N, Marc Duez, puisqu'il compte près de 5 minutes, 4 minutes 40 d'avance sur Gustavo Trelles. Frédéric en compagnie de Marc Duez sur le port de Monaco.
Ouais Eric, on est avec le leader du groupe N, leader sympathique, c'est Marc Duet. Alors Marc, cette journée, comment ça s'est passé? Eh bien, on est toujours là, donc on a profité des malheurs des adversaires. Mais il fallait rester sur la route, on est resté, Philippe et moi, et on est bien content d'arriver. On a fait des choix de pneus plus ou moins bien, parce qu'on avait des excellents ouvreurs. Et la voiture bien préparée nous a permis d'arriver en tête aujourd'hui en fin de journée, donc c'est parfait. Je sais que vous vous régaliez de ce duel avec Yves Loubet, c'est un peu dommage qu'il soit maintenant un peu relégué. Oui, Yves, c'était ma référence et j'ai beaucoup de respect pour ce garçon-là parce que c'est un pilote qui a fait du mondial, qui est une valeur reconnue partout. Et il a eu plein de soucis aujourd'hui qu'il ne méritait pas. Donc c'est dommage pour lui. Il gagnera un jour, hein, mais pas cette fois-ci. 5 minutes à peu près d'avance dans le groupe N, ça va être difficile peut-être parce qu'il faut rester concentré et avec une telle avance, il faut gérer les choses un peu différemment. Non, on va rester concentré. Les 4 spéciales qui restent, on va en profiter. C'est tellement rare de faire 4 belles spéciales dans la région qu'on va les faire comme dans le Mans. Peu importe si on a 4 minutes d'avance ou 20 de retard, on va les faire comme si on les faisait pour la première fois et ça va être très bien. On ne va pas être déconcentré pour la cause. Vous allez bien dormir cette nuit donc? Oui, bien sûr. Bon courage pour demain. Merci en tout cas à Marc Duet, le leader du groupe N ce soir. Merci Frédéric, merci Marc Duez. Alors effectivement, notre ami belge, je vous le disais, il reste une centaine de kilomètres d'épreuves chronométrées, un petit peu plus à couvrir demain. 4 spéciales, en fait 2 spéciales que l'on va parcourir chacune 2 fois, avec une arrivée ici à 14 h sur le port de Monaco. On va jeter avec Antoine Guérard un coup d'œil au classement au soir de cette 3e et avant-dernière étape du rallye de Monte-Carlo, donc avec les incrustations qui nous indiquent donc que Tommi Mäkinen est en tête avec 1 minute et 45 secondes d'avance sur Gilles Panizzi. Juha Kankkunen est 3e à 2 minutes et 6 secondes. Colin McRae est 4e à 2 minutes 48 secondes. La suite du classement, vous la découvrez, donc avec François Delcourt 5e, Bruno Thierry 6e, Didier Auriol 7e, Rovan Perra avec la Seat 8e. Et puis en tête du groupe N, à la 13e place du classement Scratch, ce sera Marc Duez, donc, qui a pratiquement course gagnée, un petit peu comme c'est le cas pour Tommi Mäkinen. On voit mal comment demain Gilles Panizzi pourrait aller rechercher 1 minute et 46 secondes, d'autant plus que Gilles Panizzi a déjà prouvé tout ce qu'il fallait prouver dans ce rallye de Monte-Carlo. Il n'a pas le risque à prendre pour aller chercher Tommi Mäkinen, qui risque bien demain à 14 h sur le port de Monaco d'être le premier vainqueur de cette saison 1999. En tout cas, nous, on vous en rendra compte demain soir. Le rendez-vous, ce sera aux alentours de 22 h 30 avec toute la même équipe et le résumé complet des 4 dernières spéciales de la journée. Et puis, on espère bien, on ne vous le cache pas, avoir à nos côtés le vainqueur de la première épreuve du championnat du monde 99. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous. Demain, 22 h 30. Dimanche dans Tour de Chauffe. Pour vivre ensemble cette dernière étape du Monte-Carlo, on a choisi d'inviter un pilote français dont la performance a été un petit peu éclipsée par celle de Gilles Panizzi, mais qui à l'arrivée a fait un superbe rallye. François Delcourt, merci d'être avec nous. On a l'impression, nous, que vous avez fait un superbe rallye. Bah, je pense, en tout cas, avec une voiture pareille au départ, on savait très bien qu'on ne pouvait pas lutter à armes égales. Hein. C'est quand même une voiture d'une autre génération, mais malgré tout qui a été très très bien gérée par Collignon et l'écurie First. François, cet enchaînement de spéciales ce matin, dès les premières heures du jour, les 2 spéciales d'affilée qui faisaient au total 50 km avec les mêmes pneus, ça a posé beaucoup de problèmes de choix pneumatiques justement. En fait, il fallait faire 2 spéciales avec les mêmes pneus et les 2 spéciales étaient totalement différentes. Vous aviez le Turini qui était quand même partiellement enneigé, et la spéciale d'après plus ou moins typée championnat de France, slick. Donc il fallait faire un compromis. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé d'ailleurs à un moment donné dans une position favorable de 3e. Mais le temps d'une spéciale, puisque Macré, la spéciale de Lantosque ensuite, lui avait le bon choix de pneus, me remettait 1 minute systématiquement. Oui, c'est ça. Ça a été un petit peu comme ça. En 2 mots, pour ne pas déflorer le sujet qu'on va passer, les 2 faits marquants des 2 premiers chronos du jour, Fred. Premier fait marquant difficile et marquant dans tous les sens du terme, parce que la Subaru de Gilles Panizzi emporte encore les traces. C'est cette sortie de route dans la première spéciale, sur un piège, sur une plaque de verglas qui n'avait pas été notée. Sortie de route en travers, la voiture est
très abîmé. Et puis il y a également cette lutte entre 3 pilotes pour la 4e place, puisque il y a François qui est 3e et la lutte va se transformer ensuite, on le verra. Il y a Bruno Thierry qui mène bien sa Subaru et qui se comporte très bien, 2 pilotes nordiques d'ailleurs à noter dans cette lutte. Et puis il y a Didier Auriol également qui se bat pour la 4e place pour des points importants au championnat du monde. Voilà, c'était les spéciales numéro 11 et numéro 12 du rallye de Monte-Carlo. Commentaire Frédéric Robat. Regardez. Cette dernière étape se partage en fait en 2 boucles composées de 2 spéciales, Sospel-La-Bolène et Lantosque-Lucéram. Pas d'assistance et donc quelques choix de pneus compliqués à prévoir. Sur les 33 km et demi du col de Turini, le premier coup de Trafalgar intervient. Décidément, le sort s'acharne sur Gilles Panizzi. Victime d'une sortie de route violente, l'homme qui a fait vibrer le début de ce rallye se retire. Son équipier chez Peugeot, François Delcourt, dresse l'état des lieux à l'arrivée de la spéciale. Panizzi, c'est cartonné fort. Oh putain. Dans du vite. Les murs et tout, paf, il a arraché les roues. Et décidément, l'actualité de cette première spéciale du jour est française, puisque c'est Didier Auriol qui réalise le meilleur temps. Le pilote Toyota est satisfait de son choix pneumatique. Il pointe à présent à la 6e place du général. La lutte pour les 2 points du championnat du monde est d'ailleurs sous les feux des projecteurs, puisque le 5e, Bruno Thierry, se défend pied à pied. Le pilote Subaru réalise le 2e temps à 9 secondes 8 d'Auriol. Il conserve sa place au général pour 7 petites secondes à suivre donc. Une 2e Subaru pointe à la 3e place du classement de cette spéciale. C'est celle de Juha Kankkunen qui marque le pas à 19 secondes et 2 dixièmes du plus rapide. Il faut dire que le quadruple champion du monde dispose d'une avance de près de 2 minutes sur le 3e du classement Scratch. Dommage que Piero Liatti ait perdu autant de temps hier soir, car ses prestations ce matin sont encore stupéfiantes. 4e temps dans cette spéciale du Turini, 11 secondes derrière Kankkunen, sans pouvoir cependant attaquer à cause de freins en petite santé. Derrière l'Italien, François Delcourt a effectué un choix de pneus à mi-chemin entre les 2 spéciales à couvrir, et ici, il perd 32 secondes sur Didier Auriol. Mais il pointe, s'il vous plaît, devant le champion du monde et leader du rallye, Tommi Mäkinen. Aujourd'hui, le Finlandais ne force pas son talent, son avance au général s'élève à près de 2 minutes, et on le sait, Tommi est le roi de la gestion de capital. À la suite de la Mitsubishi, on retrouve 2 hommes dans un mouchoir de poche, avec pourtant des moyens techniques très différents. Richard Burns à 42 secondes et 6 dixièmes, et Harry Rovanperä avec sa Seat Cordoba, il n'a concédé que 3 secondes aux Britanniques qu'il devance largement au général. Les Ford ferment la marche des voitures d'usine avec Simon Jean-Joseph 9e temps et Colin McRae 12e. L'Écossais a été victime de problèmes de transmission qu'il a dû régler lui-même entre les 2 premières spéciales de cette matinée. L'homme de l'ouverture de cette 4e étape est donc sans aucun doute Didier Auriol qui réalise son premier scratch du rallye. Bon, pour moi, ça s'est pas trop mal passé sur le choix des pneus quand je compare les temps de François Delcourt et de Bruno Thierry, puisqu'on s'est rapproché très près maintenant et il faut essayer de continuer. Justement, Didier, l'objectif à Monaco, c'est le podium? L'objectif, c'est d'essayer de passer François et Bruno, c'est sûr, mais l'objectif, c'est d'être à l'arrivée et de ne pas trop prendre de risques non plus, donc il va falloir essayer de gérer ça, surtout dans le Turini. Et essayer de ne pas trop perdre dans le Turini et puis essayer d'attaquer très fort dans l'Oda. Après les 33 km d'ouverture, il faut avaler sans pause ou presque les 21 km de Lantosque-Lucéram. Sans assistance, la tâche s'annonce ardue. Et pourtant, Colin McRae montre qu'il est aussi bon mécanicien que pilote. Transmission réparée, il signe la meilleure performance en 15 minutes 43 secondes et 2 dixièmes. L'Écossais a littéralement largué la concurrence puisque tout le monde prend plus d'1 seconde au kilomètre. Richard Burns et sa Subaru redorent leur blason avec cette 2e place, même si l'Anglais a dû lâcher 20 secondes et demie d'un seul coup. Raisonnable, Mäkinen reste fidèle à sa tactique, attaquer juste assez pour ne pas se déconcentrer. 3e temps ici, à 23 secondes 8 de la Ford Focus. Il ne permet même pas à Kankkunen de revenir au général, puisque le vétéran 4e est à 5 dixièmes de Tommi. Les impressions se confirment depuis l'abandon de Gilles Panizzi. La course est neutralisée.
Le Norvégien Lundgaard en profite même pour glisser sa Corolla à la 6e place, 31 secondes pile derrière la référence. Et comme on pouvait s'y attendre après les propos de Didier Auriol entre la 8e et la 10e place, on règle les comptes de cette fameuse 4e position au général. 3 pilotes se bousculent au portillon. Bruno Thierry 8e temps, Didier Auriol 9e, François Delecourt 10e. Les écarts derrière Macré qui vient de monter sur la dernière marche du podium virtuel laissent entrevoir un final à l'arraché. Car Delecourt n'est en effet qu'à 5 secondes de Thierry qui occupe cette fameuse 4e place et Auriol est à un souffle de la Ford Escort privée. Moins de 4 secondes le séparent de son compatriote. Voilà, alors François, là vous reculez d'une place donc après ces 2 premières spéciales de la journée. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites maintenant ce qu'il faut c'est que je ramène l'auto ou que j'essaye de contenir Didier Auriol qui à ce moment-là est encore derrière vous? Non, pas du tout, il faut continuer à attaquer jusqu'à la fin du rallye. C'est la chance que j'ai eue, je dirais, avec cette écurie, c'est d'avoir une voiture extrêmement constante qui m'a permis de rouler à fond du départ à l'arrivée, ce qui n'est pas évident pour un team privé. Et donc c'était d'essayer de contenir Didier sans se faire trop d'illusions, mais surtout Thierry. On vous voit dans le sujet précédent, à l'arrivée de la dernière spéciale de la boucle, en fait, fatigué peut-être, déçu, peut-être un peu embêté aussi d'avoir vu Panizzi au bord de la route. Pourquoi cette lassitude ou cette déception? Non, je crois pas. Je crois que non, quand on a vu Gilles sur le côté, on a été déconcentré, c'est clair. La sortie de route paraissait en tout cas violente et à ce moment-là, on pense à nous et on se dit qu'il faut être encore plus vigilant. Parce que dans le Turini, je dirais que c'était tout à fait possible de faire une erreur dans chaque virage. On en parlait justement avec Didier Auriol, il me dit écoute, il faut qu'on ne fasse pas d'erreur tous les deux, ce serait l'idéal, mais c'est vrai qu'il fallait rester sur la route, donc on était quand même extrêmement tendus et à l'arrivée des spéciales exténués. Même motif, même punition, Frédéric, les 2 faits marquants des avant-dernières et dernières spéciales du rallye. Eh ben, la bataille des francophones, avec Didier Auriol qui met le couteau entre les dents et qui refait un temps scratch. François qui se bat toujours pour cette fameuse 4e place avec en plus Bruno Thierry dans le trio et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là parce qu'ils ont animé la fin du rallye d'une manière exceptionnelle. Et puis il faut noter quand même quelque chose de très sympathique, c'est le temps scratch d'Harry Rovanperä sur la Seat. C'est le premier temps scratch de Rovanperä en WRC. Non, c'est un garçon très sympathique et un excellent pilote de surcroît. Voilà, donc l'avant-dernière et la dernière spéciale, Sospel la Bolène via le col du Turini, et puis Lantosque Lucéram, la fin en quelque sorte du rallye de Monte-Carlo. Le rallye est maintenant joué et cela va donner l'occasion à certains de se faire remarquer. Au premier rang de ceux-ci, Harry Rovanperä et sa Seat, il signe son seul et unique temps scratch du rallye. Didier Auriol réalise un temps pratiquement identique à celui de Rovanperä, devancé de 4/10 de seconde seulement. Dans ce 13e chrono Sospel, la Bolène, c'est Liatti avec la Seat qui réalise le 3e temps à 2 secondes. Piero Liatti toujours présent. Le 4e temps est à mettre à l'actif de François Delecourt, distancé de 6 secondes et 4/10. Le 5e temps pour une Subaru, la mieux placée des Subaru dans cette spéciale, est celle de Bruno Thierry. 8 secondes le sépare de Rovanperä. Juha Kankkunen désormais assure sa 2e place du classement général. Il signe le 6e temps dans ce 13e chrono à 9 secondes du meilleur temps. Colin Macré, toujours en démonstration sur les routes de l'arrière-pays niçois, auteur du 7e temps à 12 secondes. Une autre Subaru à la 8e place, celle de Richard Burns. Belle fin de rallye pour le pilote britannique. 14 secondes et 4/10 le séparent de Rovanperä. Burns devance Tommy McKinnon qui désormais assure clairement 9e temps pour le champion du monde à 16 secondes du plus rapide. Lantosque Lucéram, spéciale numéro 14, la dernière du rallye.
L'occasion pour Didier Auriol de réaliser le scratch. En 15 minutes et 19 secondes, il parcourt les 20 km 870 de ce dernier chrono. François Delcourt, lui, essaye de s'accrocher à Didier Auriol. Deuxième temps à 6 secondes de son compatriote. Belle fin de rallye également pour Bruno Thierry. Troisième temps à 11 secondes. Le pilote belge devance la Ford de Colin McRae. Quatrième temps à 12 secondes et 3 dixièmes. Colin McRae désormais bien installé dans sa troisième position au classement général. Enfin, pour terminer, c'est une autre Subaru qui va signer le 5e temps, celle de Richard Burns. Richard Burns qui, globalement, aura fait un excellent rallye. Il est dommage que le pilote britannique ait commis quelques petites fautes qui l'ont relégué assez loin. Il ne reste plus que quelques kilomètres à parcourir pour Tommy Mäkinen. Le podium de Monaco est maintenant tout proche. Cette première victoire que Tommy Mäkinen attend depuis si longtemps au rallye de Monte-Carlo. Et bien d'autres partenaires techniques. Je suis très heureux. C'est la 4e fois que je participe au Monte-Carlo. Et je dois dire que ces 2 dernières années, j'ai eu pas mal de problèmes. Tout s'est mal passé. Finalement, je suis plus qu'heureux même. Tommy, vous vous êtes battu avec Panizzi, qui est un amateur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur lui ? Je suis vraiment désolé pour lui. Je pense qu'il n'avait pas l'information concernant ce virage vraiment très glissant. Il y avait de la glace. Je suis vraiment désolé. Il a fait un super boulot avec son équipe privée. Celui-ci a gagné ici à Monaco. Bravo pour cette excellente performance.